bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer deux moments assez sombres, mais très révélateurs de l'histoire militaire française. Oui, Azincourt en 1415, et puis la débâcle de 1940. Exactement. 5 siècles d'écart, mais on va voir que l'impact sur la mémoire et même sur la pensée militaire est étonnamment similaire par certains aspects. Tout à fait. Notre but, c'est de décrypter un peu les erreurs, les conséquences, et puis surtout les leçons qu'on a pu en tirer, en se basant sur les documents qu'on a pu consulter. Alors, commençons par le début, si vous voulez bien, Azincourt, 1415. Alors, 1415, on est en pleine guerre de 100 ans. C'est un moment assez critique. Oui, Le roi d'Angleterre, Henri V, débarque en France. Son armée est, disons, aguerrie, mais elle est quand même en infériorité numérique. et en face, En face, la France est profondément divisée. Il y a cette guerre civile terrible entre les Armagnacs et les Bourguignons. ces grandes factions nobles rivales. C'est ça. Et ça paralyse complètement toute réponse unifiée face aux Anglais. Pourtant, l'armée française est beaucoup plus nombreuse, non ? On parle de quoi 12 000 hommes contre 6 000 ? Oui, environ. Une supériorité numérique claire. Et une confiance, disons, énorme dans leur arme maîtresse, la chevalerie lourde. Ah, la fameuse chevalerie française. Mais les sources décrivent un désastre annoncé, en fait. Le terrain. Ah oui, le terrain. C'est absolument clé à Azincourt. Il a plu des jours et des jours. Le champ de bataille est un bourbier infâme. Et les chevaliers français, avec leurs armures pesantes ? Ils sont lises littéralement. C'est une catastrophe. Ils piétinent, ils n'arrivent pas à charger efficacement. Et pendant ce temps, les Anglais ? Eux sont plus malins, enfin mieux préparés pour ce terrain. Ils ont leurs archers, les fameux archers gallois et anglais, protégés derrière des pieux pointus plantés dans le sol. Et ils arrosent les Français. Exactement, un déluge de flashs, à une cadence infernale. Le résultat, c'est un massacre. Les chiffres sont terribles. Entre 6 000 et 10 000 Français tués ou faits prisonniers. Toute la fine fleur de la noblesse, y compris le chef de l'armée, le connétable Charles d'Albretz, Et les pertes anglaises ? minime en comparaison, moins de 400 peut-être. Ce qui est vraiment fascinant ici, c'est pas juste la défaite militaire, c'est le choc psychologique. La fin d'un mythe. Oui, la remise en question brutale de cette idée que la chevalerie était invincible, l'arme absolue de l'époque qui se fait tailler en pièces. Ça a dû forcer à réfléchir quand même. Indéniablement. Bon, les changements ne sont pas immédiats, hein, ça prend du temps. Mais Azincourt, ça marque quand même une étape importante. Vers quoi ? Vers la prise de conscience qu'il faut des armées plus organisées, plus permanentes, moins dépendantes de l'héroïsme individuel du chevalier. Ça préfigure un peu les réformes de Charles VII qui viendront plus tard. D'ailleurs, il y a cette anecdote assez sombre sur les prisonniers. Ah oui, terrible. Les Anglais à un moment craignent une contre-attaque française sur leurs arrières. Du coup, Henri V donne l'ordre d'exécuter une partie des prisonniers nobles français. Ce qui était contraire au code de la chevalerie. Totalement. Ça montre bien la brutalité de la situation, le pragmatisme anglais face aux règles traditionnelles. Un choc dans le choc, si vous voulez. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que ce thème de l'inadaptation, de la sous-estimation de l'adversaire, on le retrouve 5 siècles plus tard. en 1940. Exactement. 1940, un autre traumatisme majeur. Et là aussi, on partait avec un sentiment de sécurité, non ? La ligne Maginot. Oui, la fameuse ligne Maginot. Même si les documents montrent qu'il y avait aussi des critiques, une conscience de ses limites, mais elles ont été souvent ignorées. Le commandement français, Gamelin notamment, Reste très ancré dans une vision défensive, héritée de la Première Guerre mondiale en fait. La guerre de position, la défense linéaire. et on sous-estime complètement la possibilité d'une offensive rapide, notamment par les Ardennes. Oui, les Ardennes jugées quasi infranchissables pour des unités blindées en grand nombre. Une erreur fatale. Parce que c'est justement là que les Allemands attaquent. Précisément. Avec leur nouvelle tactique, le Blitzkrieg, la guerre éclair. Une concentration massive de chars, soutenue par l'aviation, qui perce le front. Gudérien à Sedan, mi-mai 1940. C'est le point de rupture. La percée est fulgurante, dévastatrice. L'armée française est prise de vitesse, complètement débordée. Désorganisé. Les lignes de communication sont coupées, le commandement est dépassé, lent à réagir. C'est l'effondrement. En quelques semaines, c'est terminé. Le bilan humain est effroyable. 90 000 morts français, surtout près de 2 millions de prisonniers. C'est colossal. L'anéantissement de l'armée française en 6 semaines. Le gouvernement qui fuit, l'armistice demandé par Pétain. C'est l'humiliation. Une humiliation nationale, une perte de statut de grande puissance militaire, un traumatisme profond. Il y a quand même eu des tentatives de réaction, non ? Je pense à De Gaulle, à Montcornet.
Oui, la contre-attaque de la 4e division cuirassée commandée par De Gaulle, c'était audacieux, courageux même, mais complètement isolé. Ça montre quoi alors? Ça montre à la fois le potentiel des blindés français, qui n'étaient pas mauvais en soi, mais surtout le fait qu'ils étaient mal employés, dispersés, sans doctrine d'emploi cohérente comme celle des Allemands. Si on relie cela à une vision d'ensemble, 1940 impose une révision complète? Ah oui, une révision déchirante mais nécessaire de toute la pensée militaire française après-guerre, mobilité, coordination interarmes, renseignement, commandement. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie si on met ces deux défaites côte à côte, Azincourt et 1940? Qu'est-ce qui ressort? Eh bien, au-delà des contextes très différents, il y a des points communs assez frappants qui émergent des analyses, oui. Comme quoi, par exemple? On retrouve cette surestimation des forces traditionnelles, de ce qu'on pense être l'arme décisive, la chevalerie en 14-15, la fortification et l'infanterie de 14-18 en 1940. Une sorte de conservatisme doctrinal. Exactement. Et une difficulté à s'adapter. S'adapter soit à l'environnement, le terrain boueux d'Azincourt, soit, et c'est crucial, à l'innovation tactique de l'adversaire. Les archers anglais d'un côté, la blitzkrieg de l'autre. Et les problèmes de commandement, vous disiez? Oui. À Azincourt, les rivalités entre les nobles, le manque de coordination. En 1940, c'est plutôt la lenteur des décisions, la rigidité de la structure de commandement, une certaine sclérose doctrinale. Et les conséquences, elles se ressemblent aussi? Une défaite brutale. Oui, une défaite brutale qui mène à une remise en question profonde, fondamentale. On voit aussi émerger des figures symboliques après la défaite. Jeanne d'Arc, De Gaulle. Voilà, Jeanne d'Arc émerge de cette période trouble après Azincourt, même si c'est un peu plus tard. De Gaulle incarne la résistance et la refondation après 40. Et surtout, ces défaites terribles, ces électrochocs, finissent par accélérer, voire catalyser des réformes militaires importantes à terme. Donc, au fond, la leçon de ces deux désastres, c'est peut-être l'importance vitale de l'adaptation. Absolument. Le fait de ne pas voir ou de refuser de voir que le monde change, que la guerre change, ça mène souvent à la catastrophe. C'est une constante, je crois. Mais il y a aussi une note d'espoir, peut-être. Oui, parce que ce que montre aussi l'histoire militaire française, c'est cette capacité impressionnante parfois à se relever, à apprendre de ses échecs, même les plus cuisants, pour reconstruire. Et ça soulève une question importante, finalement. Oui. Comment on transforme le traumatisme d'une défaite en une énergie, une force pour l'avenir? Ce n'est jamais simple. Une réflexion essentielle. Comprendre ses propres failles passées, c'est peut-être le premier pas pour construire une force plus durable, plus résiliente. Et pour découvrir d'autres moments clés et d'autres analyses de l'histoire de France, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne BRMX.